Un nouveau cycle électoral s'annonce et déjà les bruits de gauche retentissent, tels des sirènes annonciatrices de joutes acharnées. Ainsi, alors qu'une révision du code électoral en République du Bénin semble imminente, des avant-gardistes de l'alarme sont déjà en ordre de bataille pour donner de la voix et surtout dégainer contre les innovations envisagées qui, selon eux, si elles advenaient, créeraient une grave crise politique au Bénin. Et voilà, nous y sommes, ça reprend. Les agitations et les relatives à la réforme des codes électoraux constituent toujours des moments d'échauffement préalables au lancement des compétitions électorales. Et le Bénin du renouveau démocratique s'inscrit dans cette logique, loin de dresser un chapelet de récriminations souvent étalées contre les processus de réforme des systèmes électoraux au Bénin. Il importe tout de même de s'appuyer sur des épisodes essentiels qui ont eu le mérite de tenir le pays en haleine des mois durant, voire de donner des sueurs froides à plus d'un. Tout d'abord, il y a eu 1995 et la nouvelle loi électorale crée une commission électorale nationale autonome comme organe chargé de la préparation, de l'organisation et du suivi des élections. Il s'agissait à l'époque d'une véritable révolution qui n'a pas reçu l'onction du pouvoir politique en place, celui du président Nicéphore Dieudonné Soglo, en ce sens que le ministère de l'Intérieur, jusque-là acteur central de ce processus, venait d'en être dessaisi. Le bras de fer sur fond de rapports de force politique n'a eu d'épilogue qu'à travers l'arbitrage ultime de la Cour constitutionnelle qui rend la loi querellée en vigueur d'office face à l'obstination du président Soglo de la promulguer. Le nouvel organe n'a pas tardé à montrer son importance et s'est imposé au-delà des frontières béninoises. C'est la fin de la mainmise systématique du gouvernement sur l'organisation des élections. Bien qu'il y ait eu des années de résistance donc, cet épisode a quand même conduit à la création d'un organe qui, au-delà du Bénin, s'est imposé dans les autres pays africains et sur l'organisation des élections au-delà de nos frontières sur tout le continent. L'autre temps fort qu'il convient de rappeler ici, c'est la bataille de contrôle de l'élaboration de la liste électorale permanente informatisée, la LEPI. Le vote de la loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée qui a tourné la page de l'utilisation des traditionnelles listes électorales manuelles ayant jusque-là servi à l'organisation des élections en leur substituant l'enregistrement informatisé des élections, soutenu par l'utilisation des données biométriques, a suscité un espoir au sein des différentes composantes sociales. Mais à l'épreuve des faits, la mise en œuvre de cette loi a suscité de vives contestations et tensions qui n'ont pas épargné le principe même de son existence. C'est ainsi qu'une partie de la classe politique qui avait pourtant voté cette loi s'est rétractée. Il s'en est suivi une bataille politique très rangée dans laquelle, une fois de plus, la Cour constitutionnelle fut appelée à la rescousse. C'est d'abord à travers deux décisions, donc d'abord la décision DCC 10-049 du 5 avril, qui ne fut pas suffisante pour vaincre la détermination de certains acteurs politiques prêts à en finir avec la loi instituant la LEPI, laquelle détermination réapparut sous diverses formes en 2010 et au début de 2011 à travers le vote de différentes versions de la loi portant règle générale des élections. Il y a donc eu plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle pour contrer ces différentes velléités et mettre définitivement fin à cette volonté de remise en cause de la LEPI. L'une de ces décisions de la Cour constitutionnelle, c'est notamment la décision DCC 11001 du 6 avril 2011. Le rappel de ces deux grands épisodes nous ramène à la réalité qu'ici au Bénin, aucune phase électorale ne se déroule sans débat d'arrière-plan où chacun tirant le drap de son côté semble faire de ses intérêts particuliers ou partisans l'intérêt national. Au moment où le pays se dirige vers un cycle électoral étalé sur 3 années, certains habitués de ces moments épiques semblent renaître de leurs cendres pour se mettre au travail. Adeptes d'un immobilisme dans lequel ils trouvent plutôt leur compte, ils n'hésiteront pas à polluer les débats, investir les moyens de communication pour une fois de plus distiller les messages d'intoxication. Face à une telle race de politiciens qui se perpétue de génération en génération, il faut une véritable coalition de pédagogie électorale et une stratégie de riposte conséquente. Autrement, place au désordre. Merci à vous, Monsieur Agapit, pour cette belle chronique très bien rédigée. Est-ce que vous ne pensez pas que les gouvernements sont trop intelligents pour contrôler le mécanisme des élections? Oui, les gouvernements sont intelligents. Disons que c'est la classe politique qui redouble d'intelligence, ce n'est pas seulement les gouvernements, puisque
Comme vous le savez, dans la chronique, il a bien dit qu'en 1995, ce n'était Oui. pas le gouvernement qui était fort, c'était le président, c'était plutôt l'Assemblée nationale qui a pu obliger, qui a pu imposer au gouvernement de l'époque, celui du président Nicéphore Soglo, une commission électorale permanente informatisée. Et s'il fallait s'en tenir à la volonté du gouvernement de l'époque, celui du président Soglo, le ministère de l'Intérieur allait continuer à organiser les élections. Donc c'était le Parlement qui était fort. En 2009-2010, c'était toujours le Parlement qui était fort et qui a voulu remettre en cause la loi ayant institué la LEPI et surtout mis en œuvre le processus. Là, il a fallu la Cour constitutionnelle pour restreindre cette volonté du législateur en 2009-2010. Donc, c'est pour dire que c'est la classe politique, c'est pas que le gouvernement, c'est la classe politique intelligente qui, chacun de son côté, essaye, donc, selon le camp qu'on occupe, essaye donc de redoubler de vigilance, enfin, disons, d'astuce pour contrôler ces processus de conquête et de gestion du pouvoir. Mais en fait, vous parlez du Bénin, vous généralisez un peu cela à l'Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que les divers camps en face, ils se connaissent sérieusement et ils savent ce à quoi pourrait jouer leur adversaire? Oui, mais les camps se connaissent. Vous savez, la compétition électorale, c'est loin d'être un champ tranquille où on entre, on cueille, on part. C'est une bataille rangée. C'est des batailles de tous les jours. Donc, ce qui est en cours, ce qui est en jeu, c'est plutôt l'intelligence des laboratoires. C'est plutôt l'habileté des laboratoires à produire des stratégies qui contraignent rapidement celles de l'autre camp. Donc, au Bénin notamment, depuis 90, et même avant dans les années 60 et 70, tous ces moments troubles que nous avons connus depuis 1960, c'est toujours l'habileté des classes politiques, ce qu'on appelle l'intelligence diabolique, pour paraphraser le président Kérékou. C'est ça qui a toujours permis à la classe politique donc, de sortir des stratégies qui ont vocation à bloquer l'autre dans sa conquête de pouvoir. Imaginez que dans les années 50, enfin, à la veille de l'indépendance, quand même pas un système totalement intelligent, les pouvoirs politiques en place, donc la coalition Maga-Apiti, a quand même réussi à empêcher un Aomadegbe qui avait quand même l'avantage de contrôler la nation, de contrôler l'électorat national, donc avec un suffrage exprimé qui dépassait totalement celui des deux autres réunis. Le président Maga Apiti le président Aomadegbe n'était pas membre de la coalition qui a gagné le pouvoir et qui a proclamé l'indépendance. C'est pour dire que nous ne sommes pas... on est des habitués au Bénin un peu de cette stratégie, d'où la vigilance à laquelle j'appelle non seulement l'opinion publique, mais les différents acteurs pour que on ne se laisse pas aller. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile que l'on intoxique. C'est de bonne guerre. Chaque veille d'élection, il faut revoir le code. Il faut peut-être corriger ce qui doit l'être jusqu'au moment où on aura un code stabilisé qui ne soit pas retouché à la veille des élections. Mais à chaque fois qu'on va vouloir toucher au code, toucher ou retoucher au code, il y aura toujours des agitations, des gens qui vont crier. Il faut que le peuple soit vigilant pour ne pas céder à leur sirène, au cri de leur sirène.